Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir les éditions R, d'abord, donc Eric Arlix, qui est quelqu'un qu'on suit depuis quelques temps et on aime beaucoup ce qu'il fait. Donc on est extrêmement heureux à l'occasion de cette célébration du lancement de l'ouvrage d'Hakim Bey, dont Eric va vous parler déjà ce soir. Et je vais te laisser présenter en fait les autres intervenants. Et simplement pour mentionner que ce qu'on écoute en fait depuis tout à l'heure, c'est cette espèce de bruit de fond un peu curieux, c'est Hakim Bey lui-même, donc déclamant de la poésie terroriste à sa manière. Et voilà. Ok, bon, bonsoir, merci d'être là. Comme vous le savez sans doute, Hakim Bey est un nom fictif, un personnage fictif. C'est principalement Peter Lombard Wilson qui fournit les textes d'Hakim Bey, mais d'autres gens écrivent aussi sous le nom d'Hakim Bey. Son idée, évidemment, c'est de mettre les textes en avant et pas l'auteur, c'est pour ça qu'il a créé ce personnage. Ce soir, c'est la poésie d'Hakim Bey, donc un ouvrage qui est paru en 2008, qui n'a jamais été traduit en français, qu'on voulait absolument faire. Donc je vais vous lire quelques extraits en compagnie de Charles Robinson et Guy Tournay. Évidemment, je vous conseille les livres. Je remercie rapidement la traductrice, Émilie Noteris, également Claude Lévesque, qui nous a accordé le droit de reproduction de son œuvre en couverture du livre, et évidemment la librairie Caraïbes. Michel Valenzi des éditions de l'Éclat devait être parmi nous ce soir. C'est l'éditeur de La Thase en 1997. Il n'a pas pu venir, mais il a créé un texte assez sympa qui raconte l'histoire de la sortie de La Thase en France. Donc Hugues nous dira ça. Je me rends juste pour dire que vous avez de la chance en plus parce que la nouvelle édition de La Thase en fait est sortie. Et il faut être honnête, elle est quand même beaucoup plus jolie que l'ancienne. Voilà. Alors, c'est parti. Texte semi-automatique. J'enverrai peut-être mon double astral vivre en Irlande. Il y réalisera l'ambition de toute une vie en ermite ornementale. À l'intérieur de ma cabane, la pluie tombera comme dans le taxi de Dali. Les orchidées qui ornent la mousse philicophyte bénissent clairement les bulles de l'âtre. Tout y est inversé par rapport à ici, comme aux antipodes d'un sablier sur un sol en miroir. Ici, il est excentrique de ne pas être fou, ce qui pourrait devenir triste. Mais la tristesse est essentielle, tout comme la structuration entoptique des trèfles humides qui apaisent et assaillent ma glande pinéale hypnagogique en gouttes de rosée similaires, couleur émeraude et verdantin, anglo-irlandais et maculé d'algues, telle la statue nue de feu, le domaine officiel carbonisé géorgien fortifié de seigneurs Grosso et Modo. Tous les animaux supérieurs consomment des drogues et ont probablement du mal à discerner entre para et métanoïa. Dans le meilleur des cas, les vaches et les pommes à cidre, les chats et leurs herbes glissent de la fantaisie à l'aphasie au moindre signal. Nuages qui passent, instant qui passe, spectacle qui passe. Perdant toute aptitude à parler, tremblant pour leur identité. Mais, le lendemain, ils reviennent rouler dans le verger en chassant d'illusoires mouches. Pourquoi? Parce que si les fantômes et les morts sont réels, alors, pourquoi pas? Ou ainsi pense-t-il. Si nous devons être pauvres par Allah, soyons pittoresquement pauvres. Récupérons une Cadillac Candy Apple de 1957 et faisons-la tracter par des chevaux noirs sur le boulevard de nos aspirations les plus thaumaturges, avec un cœur ouvert à la possibilité de l'infinie palpitation de l'oisiveté que l'argent ne peut pas s'offrir. Le frisson de la dalle, le zen du travail zéro, ou une remorque Airstream à vapeur montée sur des rails de plan abandonnés de marijuana, ou un jardin flottant construit sur des balles de polystyrène cardées de déchets marins. Cacagéniques et faiblement inhibés que nous sommes, nous occupons déjà le front bombé de notre ancêtre comme autant de milliers d'hirondelles,
attendant d'être diffusés par une douce explosion, moulin à vent balayé par hasard dans le ciel de la fanfaronnade. Salsonnet. Déviant, au sens de non-straight, de criminel queer, mais gentiment plié afin de nous faciliter le clinamen. La légère obliquité surgit de nulle part, tout simplement parce que le Big Bang est beau et aime la beauté comme la bête, il simule et parfois se penche ainsi vers le désordre et l'ordure que nous admirons comme le miroir même de sa bestialité narcisse pubère que nous sommes. Quelle que soit la noirceur crasse de leurs roquettes et quel que soit l'usage possible de l'ignorance de la manière dont les ingénieux chinois ont fait fleurir 1000 fleurs dans l'organicité morale et mortelle de l'impureté. Heureusement que je ne suis pas un de ces romanciers qui mènent une petite vie, qui se nourrissent de famille comme sang des dieux, ou encore de certaines de mes tantes qui auraient été vidées depuis longtemps déjà. Où sont donc passées toutes ces tantes qui ont emporté la narration avec elles? Elles se sont retirées dans le paradis de la fiction ou en Floride, figurantes de certains romans policiers néo-noirs traitant du suicide ou de l'écocide dans les Everglades, dans un plan long à la Wells, avec de vieilles dames permanentées de bleu, sirotant des highballs dans une banque de bandits manchots. Au royaume de l'enfer, conçu par Piranèse. Personne ne prend sa retraite en Floride pour le soleil moteur de l'entropie. Ils y vont pour la climatisation et l'amère satisfaction de se soustraire à la clôture. Le dimanche, nous sommes chrétiens et nous ne travaillons pas, ou alors il n'est question que du travail créatif d'Apollon. Le samedi de sabbat, nous sommes juifs et ne travaillons pas par respect pour Jéhovah et ou Saturne. Musulmans, le vendredi, jour de Vénus, jour pour se détendre et traîner. Joviance, le jour de Thor, certains travaux peuvent être autorisés, sauf pour les soufis, puisqu'il s'agit de notre jour de congé ésotérique. Le jour du Wotan, Lug au bras long, Nabu, Thoth, Bouddha, Mercure, Hermès, Trismégiste, le secret du sabbat de la magie. Ne reste que les lundis et mardis pour le travail, mais lundi est jour de lune, le soma, la démence, la poésie. En Angleterre, selon Engels, les travailleurs qui échouaient à se rendre au travail le lundi matin disaient observer le lundi saint. Ainsi, seule la journée du mardi est dédiée au travail. Mars gouverne l'effort féroce et vain. À chaque homme, femme et enfant son propre fuseau horaire. Sauvetage en profondeur. L'olfactologie connaît l'âcreté du cosmos, ses gros bonnets, ses déchets toxiques et ses essences inattendues, ses connexions mafieuses et ses épiphanies mineures, son air d'égout parisien de la romance. Montagne de laissés pour compte, riche en sécrétions capitalistes, sacromonte, criblée de tunnels et de cavités par les spéléologues de l'irrécupérable, notre île de Monte Cristo avec ses repères de pirates, de détritus et de sauvetage sotériologique. Vous n'avez pas besoin de respirer pour savoir avec une certitude delphique que l'avenir appartient aux ordures. Alors pourquoi ne pas traiter les ordures à terme, investir maintenant dans le marché en plein essor de la décroissance, vendre l'obsolescence à court terme. De petites nations entières vont embrasser l'économie des déchets, l'idéologie des ordures. Île artificielle, utopie construite sur des bancs de détritus, quartier d'ordures chaudes générant du méthane, autonomisation des barrios, puissance des ordures, la volonté de polluer. Complot. Il prévoit de contourner la 8 voies du passé et vous, jeune et bel archéologue de l'urgence, avez pour tâche de rapidement sauver de l'oubli quelques fragments altérés. Il est possible de déduire la masse d'un mastodonte à partir de quelques os par intuition ostéomorphologique. Il vous faudra donc tâtonner afin de rassembler ces fragments réduits à l'état de puzzle aléatoire par les bulldozers et la dynamite dans une relique
du palais de la mémoire. Musique d'orgue up. Il s'agit d'un papyrus magique enfoui par des esprits il y a 40 000 ans, révélant les rituels secrets d'un ordre pas tout à fait humain. La palingénésie peut recréer une vie à partir de ses cendres, selon Paracelse. Comme votre noble front produit des perles de sueur, la science est déroutée. Dans des scènes étrangement hyper-réalistes, vous semblez visiter des grottes aux flambeaux où des emblèmes clignotent à la lumière des champignons et des chants filtrent vers d'autres dimensions dans un Gesamtkunstwerk synesthésiaque d'énigmes érotico-ésotériques. Vous vous retrouvez soudain dans un bateau d'ivoire, flottant sur un lac de marbre, couvert de lotus, dans le palais d'été à l'extérieur de Pékin en 1903, et, à vos côtés, l'impératrice douairière Vieux Bouddha mange un congee de grenouille et écoute l'Imperial Water Music Ensemble. Elle se retourne et pointe son ongle verni de 5 pouces vers vous et entonne un mantra mandchou, vous conférant la puissance de frapper par la parole vos ennemis de furoncles et d'éruptions hideuses, pour déclencher des tempêtes, charmer les serpents. Réveillez-vous, siffle-t-elle. Tu seras condamné à jamais à rechercher l'Irlande cachée. L'ordre des bardes a mis les voiles sans vous pour Tirnanog, l'île de la jeunesse, et s'est évaporé dans les complots jacobites de la fin du XVIIIe siècle. Et en effet, les choses paraissent sombres lorsque vous initiez les fouilles. Le béton a coulé comme la lèpre sur l'ensemble du site et les avocats sont arrivés avec des injonctions à cesser et s'abstenir. Et l'artefact manque à l'appel, présumé dérobé par des forces macabres. Tout à coup, vous vous retrouvez grand prêtre d'une religion qui n'existe que dans le monde invisible de votre mémoire, perdu et accusé de schizophrénie par vos anciens collègues. Votre réputation est mise à mal. Vous êtes le grand maître d'une cabale impuissante, le prophète d'un avenir qui aurait dû advenir, mais qui n'adviendra pas. Pour Shelley, un instinct sonné. La civilisation en ruine est toujours une bonne philosophie. La décadence industrielle dégage la même beauté que Persépolis, la mélancolie d'une grande souffrance passée, et tout juste si on s'en souvient, comme une rage de dents lancinante. Ozymandias Real Estate, véritable panneau aperçu quelque part downtown Manhattan, que vendent-ils? L'espoir que dans des siècles, les futurs poètes auront l'insatisfaction de dire « Je vous avais prévenu », broyant pensivement du noir aux alentours pittoresques des ruines de stations essence, des galeries marchandes McMansions et des centres d'interprétation à propos des villes tyrannies du passé. Effrayante sensation. Le peuple du futur est en train de nous lire à présent et d'envier notre suite dans les idées. De mauvais yeux écrèment nos pages, parasitent nos cultures et découragent nos nourrissons, faisant grincer leur regard sur notre intimité avec des espèces éteintes depuis longtemps. Leurs rayons maléfiques de bile vert-jaune s'infiltrent en retour à l'intérieur de nos longues journées, en siphonnent les couches d'intensité, nous suçant et nous sirotant depuis leurs millénaires sans saveur. Bâtards du futur, tête d'ampoule enculée de Claude Model de chez General Motors, relâchez nos otages, remboursez nos sensations, mis au clou ou subissez-en les conséquences. L'échec comme dernier dehors possible. 1.
Quelque part existe une lande dévastée pour nous. Un bol de poussière, trop dépressif, sous les horizons dépourvus d'océans du Midwest, pour que quiconque puisse entendre nos oraisons étouffées. Ou un Tchernobyl américain, où l'on peut errer librement en risquant quelques mutations. Je suis le maire de Love Canal, son abbé Nullius. Mon discours est un poison et mes mauvaises herbes sont nauséabondes et gaies. Je suis de la dynamite humide, surannée, sans détonation, fourrée de moisissures, mais conservant toujours mes mauvaises intentions d'origine. Nous devons apprendre à considérer la nature comme un immobile bien immobilier, abandonné, là où s'effrite l'ancienne école primaire et où les hivers sont aussi stupides que les poulets. 2. Badland est tellement ennuyeux que même la police s'endort à la frontière. C'est là que nous allons faire notre hégire, notre hajj, notre exil et retour d'un seul coup. Le désert fleurit de succulentes plantes phosphorescentes. La prairie est régénérée par l'implacable entropie même, bénigne négligence. Je suis Pierre l'Ermite, qui a toujours prêché la croisade des enfants, agent secret des Sarrasins à la solde d'Istanbul, mais qui n'a pas entendu parler de Headquarter depuis 1924. Lettre ouverte. Plaidoyer pour amateurs et services de pigeons voyageurs. Veuillez contacter le sous-signé en cherchant les moyens de communiquer et diffuser par colombe d'argent, par opale respiratoire dans les airs retenant certaines trahisons aux alchimies trop délicates pour les machines qui transmettent des géométries sans vie et des algorithmes stériles. Seul le sang peut transporter ces lettres, seulement quelque chose qui arrive avec beauté et secret biblique, en douces vibrations explosives, comme un cœur en anticipation. Derrière le quai de chargement de l'hypermarché de la faillite quelque part dans la zone enfer, tard le soir et même plus tard dans le processus historique de déclin, rien n'est jamais mort. Quelque chose de mort semblerait franchement douillet. Une chicorée bleue irrégulière éclot à travers le béton. Une chicorée bleue irrégulière éclot à travers le béton, offrant la seule mort potentielle qui touche à ce vide avec un dernier souffle. 3. Dans la roseraie métaphorique, l'amant joue le rôle d'un des membres de la confrérie secrète, blâmable, qui masque sa profonde piété dans l'ivresse publique et la calomnie. L'un des plus intelligents, suffisamment furtif pour téter au biberon le vin de l'hérésie et ne pas se faire prendre. Un Tantrickster sur la corde raide, agissant au-dessus des lois de la médiocrité bourgeoise et des policiers assoupis. En termes science-fictionnels, l'image d'un avenir où toutes les anciennes nations mineures du tiers-monde et les États du Midwest sont clos comme des dépotoirs au sens littéral du terme par les sinistres forces de l'impérium mondial. Zones interdites, secrètement, illégalement encore occupées par le nouveau peuple de la boue, sauvages bricoleurs, élaborant d'étranges cultes, danses fantomatiques et mutations linguistiques. En langage théorique, la fin sans fin de l'histoire dégénère finalement, au sens corsé et eugénique, dans une précession zénonienne vers la possibilité d'une volonté de puissance comme disparition,
Une nouvelle trialectique émerge du compost de la pure signification. Ni ouvertement criminel, ni secrètement conformiste. La résistance, comme fraude, l'imprécision, l'évaporation, la précarité, la réticence, l'évasion, l'horizontalisme, la productivité paradoxale de tout ce qui se refuse au calcul, ce qui ne compte pas. Une étrange pénombre qui se faufile, en quelque sorte, à travers les failles de la surveillance panoptique, de par sa fatuité évidente et futilitariste. L'échec comme dernier dehors possible. Hermeticum silentium, symbolisé par l'enfant Harpocrate, doigt sur les lèvres, dans un geste de chute, ou de perplexe innocence, le divin suceur de pouce, la rougeur parfaite et goblinesque de l'enfantin embryon doré, l'imagination comme attraction chaotique, une alchimie dans le langage même qui cherche à transmuter sans jamais y parvenir, si ce n'est dans la recherche. Mots à la signifiance adamique et onéirocritique qui s'évaporent en charabia lorsque nous nous éveillons de l'égotrance dans le sommeil de l'altérité, l'échec. 4. L'éditorial que nous vous proposons relève donc d'un certain dandysme de l'échec. Expertise de la spectaculaire pauvre et triste, maladroite clandestinité, qui se reconnaît dans les grands signes enfantins pseudo-maçonniques. Métaphoriquement parlant, nous retournons à nos courants d'air, dans la lande stérile, guerrieros, qui ne risquons jamais la défaite en ne nous engageant pas. Dans le vent, vous nous regardez, nous prélassés dans des canapés défoncés. Sur les pelouses envahies de mauvaises herbes, l'air absent, à contempler le marais vide et... Vous nous prenez pour des caravanes de déchets. Alors qu'en vérité, nous sommes les moines Shaolin du nouveau millénaire, déguisés en mendiants parias, et nous infiltrons dans les lézardes de l'Empire. Révélation financière. Ah, enfin. Révélation financière, ou le budget de la poésie, ou Eros en mendiant affamé, ou la Danaé des rhétoriciens, fait sauter la banque ô mon cœur, sans aucune valeur, à l'instar d'une ramette de papier au cours d'une voluptueuse journée en enfer. Premièrement, deux manières d'être vulnérable vis-à-vis de l'univers. Se payer une annonce, s'il vous plaît, jetez-moi un sort, P.O. Box so and so, ou soyez une banque en faillite. Ah, le plaisir vertigineux des parieurs désespérés se déchaînant sur la bourse, et nous décollons portés par des vagues de panique, comme un cerf-volant sur la laine du faucon, pilote du néant. Deuxièmement, ô Carlos Ponzi, secret constructeur pharaonique du premier système pyramidal, suis-je le John Law de la tulipomania désespérée, euphorie irrationnelle, pentecôtisme laïque, maladivement platonisant, et émetteur de chèques émotionnels sans provision, combat de cerf-volant. Vous vous élèverez, vous vous ferez prendre, empêtré, abandonné, en chute libre, capturé ou perdu, mais en un après-midi, vous aurez percé le céruléen azur, renversé le bol turquoise, vous, libellule au cœur brisé, un vaste investissement bleu et rien d'autre à montrer pour cela que ces nuages. Troisièmement, la poésie est le temps qui reste du temps, une rivière gelée en un instant depuis des années. Dans son bon droit comme la reine, bien sûr, mais aucune garantie.
la faillite comme Valentine. Aussi rose que la joue, un jour frisqué, elle est tendre, mais est-ce légal? Sur le seuil, la poussière de votre seuil augmente comme les intérêts de la dette, exponentiellement, aussi rapide que l'inflation même, jusqu'aux étoiles et météores qui commencent à siffler au-dessus de nos têtes. Et nous tombons en chute libre vers la couleur chair au cœur du plurivers. Ouais, juste un petit mot. Je pense qu'avec ces quelques extraits, alors, on ne va pas faire l'exégèse de la poésie de Kimbe, je pense que c'est un peu trop ambitieux, mais je pense qu'il est saisissant de voir à quel point la multiplicité des registres en fait, dans lesquels il est capable de puiser en fait, pour construire cette poésie qui est à la fois extrêmement agressive, extrêmement puissante, et qui se nourrit, on l'a bien vu, de toute une thématique de la décadence industrielle, de la manière dont de cette décadence peut émerger quelque chose de fort. Alors c'est les thématiques de la zone d'autonomie temporaire, et tout ça baigné en fait dans un mysticisme, un soufisme, une culture qui est encyclopédique et phénoménale, qui fait que ce sont des textes ardus, ça s'entend, je crois. Que certains résistent à la première lecture, voire à la cinquième, mais en même temps, il y a une beauté qui s'en dégage presque immédiatement, qui je pense, nous saisit. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais lire effectivement un petit texte de Michel Valenzy. Donc, d'abord, mes excuses de ne pas être présent en chair et en os à cette présentation ce soir, mais même si je ne suis pas encore parti pour Croatoan, j'ai été appelé sous d'autres cieux libraires et ne pouvais pas me dédoubler en dépit de gros efforts. Ces quelques mots pour remplacer cette absence et mes remerciements à la librairie Caribe et aux éditions R pour leur invitation. La Thase, qu'on décline toujours au féminin, apparut en français à l'Éclat en mai 1997, inaugurant une nouvelle collection aux éditions de l'Éclat que nous avions baptisée Premier Secours. L'idée était d'apporter par des textes de petit format les premiers secours aux grands blessés et aux grands blessés de la fin des années 90, avec l'espoir qu'ils et elles s'en remettent et y trouvent aussi des armes pour penser le monde et les retournent contre celles et ceux qui les avaient plaqués à terre. Nous avions en fait découvert les petits volumes du Critical Art Ensemble, qui venaient de paraître à New York et cherchions quelqu'un pour les traduire. On nous avait parlé d'un collectif nommé les Virtualistes, groupuscule invisible, qui avait soi-disant dépassé les frontières de la postmodernité et qui ne voulait plus entendre parler du papier, ne jurait plus que par le câble, le réseau, l'écran, etc. Contact pris, nous avons rencontré Christine Tréguier et Pascal, les 10 virtualistes, qui se sont avérés en fait non seulement papivores comme nous pouvions l'être nous-mêmes et le sommes encore, mais comprenaient bien à quel point le livre était irremplaçable et surtout pouvait parfaitement cohabiter ou compléter un document virtuel qui allait se glisser dans les tuyaux qui commençaient alors à proliférer sous nos chaussures. Ce sont eux qui nous ont suggéré de commencer par la Thase, avant de se lancer dans la traduction de ce qui deviendra la Résistance électronique, qui rassemble 2 volumes du Critical Art Ensemble, The Electronic Disturbance et Electronic Civil Disobedience. Et je veux aussi rendre ici hommage à Pascal, disparu il y a quelques semaines, pionnier des réseaux et du hack, emporté par le crabe. Il a tout de suite été prévu de publier l'ouvrage en conservant une version en ligne intégrale et gratuite, et on peut dire que l'idée du Liber, qu'on a généralisé ensuite, est née avec la Thase. D'accord aussi avec Christine Tréguier, qui a traduit, et à Kimbe, nous avons refusé tout service de presse. La Thase devait se mériter et toutes les demandes de SP ont été rejetées, quelquefois avec pertes et fracas, nous grillant auprès de journalistes qui n'étaient pas foutus de payer 30 balles, 5 € pour un livre. Par ailleurs, le no-copyright posait problème et on avait quand même décidé de mettre un bémol à la mention no-copyright de la version anglaise, qui a permis de résister à 2 attaques sur 2 fronts et qui ont bien montré à quel point la position était ambiguë. En 2 mots, on a empêché Canal+, de republier la Thase sous leur label parce que les gens de l'émission Nulle part ailleurs avaient acheté le livre en nous envoyant un billet de 50 francs dans une enveloppe, même pas fichu d'aller en librairie, et avaient décrété que Canal+, c'était une Thase. En 2 coups de lettres recommandées, on a bloqué l'affaire. Le livre se vendait peu, mais commençait à circuler sur le net. On peut dire que le lancement du site de l'Éclat en mars 2000 et la présence de la Thase en version Liber a véritablement déclenché un intérêt pour le texte, parce qu'on a reçu alors pas mal de demandes d'assos qui voulaient en faire des éditions pirates, mais nous demandaient l'autorisation. Et la plupart du temps, on disait oui à ces gentils pirates qui demandaient la permission de pirater. Sauf quand on avait affaire à des tarés, il y en a, et cette prolifération d'éditions pirates, de sites miroirs qui reprenaient le Liber du site Éclat, a eu un effet évident sur les ventes de livres papier dans les librairies, si bien qu'on en est aujourd'hui à la 10e édition, dont voici un exemplaire sur la table, soit plus de 20 000 exemplaires vendus. La question du chiffre est importante, certes, mais l'effet Thase, avec la pêche que peut communiquer cet ouvrage bricolé sur un coin de table, se ressent encore aujourd'hui dans les collectifs qui essayent de penser le monde en attendant ou avec l'idée d'en changer. La Thase est une table, simple, fragile, sur laquelle on peut poser tous les outils qu'on veut, à condition qu'il ne soit pas trop lourd et ne la fasse pas s'écrouler.
La thase tient parce qu'elle est fragile, comme la poésie d'Akimbe, comme toute chose qui valent la peine aujourd'hui qu'on se casse un peu la tête pour elle. Tu sais qui a écrit ça, pardon? Michel Valenzy, L'éditeur l'éditeur de la thase, responsable des éditions de l'Éclat. Et le Pascal dont il parle, c'est qui? Ça, moi, je ne sais pas. Je pense que c'est l'un des deux virtualistes qui ont travaillé sur les tout premiers volumes en fait, de cette collection de l'Éclat. Ben voilà sur Akimbe, donc je pense que si vous avez des questions, il faudra passer et puis on peut en parler, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui résiste souvent à l'analyse. Moi, je tenais à dire un mot, si vous voulez bien, sur 5 livres exceptionnels qui sont liés en fait aux personnes qui sont présentes. Voilà. Donc je vais le faire. En commençant donc par Le Monde joue d'Éric Harlix, qui est un livre de 2005. Oui, mais c'est extrêmement intéressant de lire ce livre justement en même temps ou en complément de la thase et de Blackface Manifesto. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est aussi une forme de manifeste, avec beaucoup d'humour, un humour assez subtil, c'est assez violent, c'est sous forme d'adresse, parfois d'invective, à des candidats putatifs, à une nouvelle forme de militantisme qui se dégage peu à peu, mais qui vient de l'idée que joue, c'est jeu plus nous, donc c'est dépasser l'individualisme qui est en train de tuer en fait le monde, mais ne pas être dans le collectivisme de 1917 qui a un peu échoué sous certaines formes. Et ce qui est étonnant, c'est que dans Le Monde joue, Éric Harlix critique quand même la thase, en montrant les limites, en disant que c'est bien gentil, là, ces petites zones d'autonomie temporaire, tranquille dans son coin, pendant ce temps-là, le monde il avance, et c'est pas très menaçant, quoi, les tases. Mais c'est salvateur. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette espèce de contre-champ, en fait, à ce que dit Akimbe, ou à ce qu'il dit majoritairement, parce que Akimbe, il foisonne, donc il dit beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un livre très intéressant. Je vais dire un mot sur un livre qui s'appelle Dans les cités, donc c'est le deuxième roman de Charles Robinson. Je ne vais pas vous parler du premier, Génie du proxénétisme, mais qui est un fabuleux manuel sur la façon d'appliquer une science un peu sérieuse du management moderne à la prostitution, qui est un secteur qui reste toujours un peu trop artisanal, et on peut faire ça de façon un peu sérieuse. Mais dans les cités, c'est très très chouette parce qu'il y a un travail, il y a une astuce phénoménale qui est d'envoyer un jeune ethnologue qui sort à peine de l'université dans une cité. Il est mandaté par un cabinet d'architectes ultra moderne, très branché, très cool, qui veut faire une étude ethnologique parce que avant de tout péter cette cité, ça serait bien quand même qu'on sache un peu comment ils y vivent les gens, comment ils se sont appropriés, de façon à peut-être s'en servir pour ce qu'on va bâtir ensuite, ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas très grave. Mais donc cet ethnologue va aller dans cette cité et faire un vrai travail donc de recueil d'informations, comme pour une tribu de Papouasie. Donc il va recueillir toute la perception des acteurs qu'on lui présente, que le fixeur en fait qu'il a trouvé lui présente. Il va les recueillir dans leur langage et avec une forme qui est extraordinaire parce que il y a une mosaïque qui démarre en fait comme des vignettes juxtaposées puis qui peu à peu prend du sens et crée justement la cité dans le flot de cet ethnologue. Et après je vais arrêter parce que sinon on va trahir des choses parce qu'il y a une intrigue. Cet ethnologue est originaire en fait de cette cité, mais il l'a quitté il y a super longtemps quand il était jeune. Et alors est-ce que son passé le rattrapera ou pas? Moi je sais pas, il faut le lire, mais c'est vraiment très très bien. Du même Charles Robinson et aux éditions R, un petit livre qui se lit très très vite, qui est super drôle, qui est un travail de surréalisme outillé par l'Oulipo. Enfin je caricaturais un peu ça comme ça. C'est de prendre une contrainte assez forte, c'est de prendre une page de dictionnaire, de prendre le premier mot de la page. C'est celui-là qu'on va définir. Et ensuite, on prend toutes les définitions qu'il y avait sur cette page, on les casse en tout petits morceaux, et on les reconstruit pour faire une définition de la page. Voilà, du mot en tout cas concerné. Donc c'est vraiment hilarant. Il y a des choses qui surgissent comme ça. Il y a un travail de polissage qui a été fait par Charles Robinson pour que ça soit pas juste des petites juxtapositions. Il y a en fait un petit travail pour que ça résonne en fait à l'intérieur de chaque mot. Donc c'est des définitions très courtes. C'est extrêmement fort. Et puis l'avant-dernier, pardon. Le décodeur de Guy Tournet. Bon, je l'ai pas encore fini, mais je vais quand même en parler parce que j'ai eu le temps de lire que 80 pages aujourd'hui. Mais je suis très enthousiaste parce que c'est un travail en fait sur la paranoïa et le fantasme
des échanges cryptés entre les terroristes en fait qui utilisent l'infosphère pour s'échanger les informations vitales sur comment faire péter les métros, les tours, enfin tout ça. Et autour de ça, il y a une base réelle, et puis derrière il y a tout un truc. C'est la présentation en fait d'une série télévisée qui, étant une série extrêmement populaire, a engendré un site de fans extrêmement puissant avec des morceaux, des extraits, de la fanfiction et des forums en veux-tu en voilà où les gens discutent en fait sur la série. Et tout l'enjeu en fait c'est suite à une intervention du FBI en fait pour clore ce site parce qu'il était réputé servir à des terroristes pour faire leur noir dessin, une instance indépendante, donc une université, a mis le site à plat. Donc vraiment l'ensemble du site, alors que c'est un site multimédia par nature, l'a mis à plat sous forme de livre. Et donc on a un décodage, c'est le cas de le dire, le décodeur, qui est assez extraordinaire parce qu'il y a une mise en perspective du foisonnement qu'amène la lecture en fait d'une série et l'exégèse d'une série, et le fait que ça part en truc complètement fractal, c'est que dans chaque truc il y a quelque chose d'autre, qu'on peut le décortiquer à l'infini, qui est exactement le pendant en fait des méthodes cryptographiques qui utilisent des pixels ou des images dans les images, etc. Et donc il y a une espèce de mise en abîme permanente, et puis c'est très très drôle quoi, cette façon de décoder la série justement, d'essayer de lui faire dire des choses. Les fans en fait sont, comme les fans souvent, ils sont super drôles quoi, quand ils décortiquent cette série. Mais j'ai pas fini, donc voilà. Et le dernier livre, il a rien à voir avec les gens qui sont là, mais je le dis quand même parce que, comme avec Akimbe, on parle beaucoup justement du déchet, en fait, de l'affaissement industriel du premier monde et de tout ce qui en découle. Il y a un livre qui est d'une Italienne, en fait, qui est sorti il y a quelques jours chez Asphalt, qui se passe dans une décharge en Italie, au sud de Milan, où il y a les trois choses qu'on trouve dans une décharge moderne, c'est-à-dire un business légal super rémunérateur pour les Suez, lyonnaises, tous ces gens-là, les Waste Management aux États-Unis. Il y a un business super rémunérateur, encore plus rémunérateur pour les mafias, qui est tout ce qui est le traitement des déchets illégaux. Et puis il y a des gens qui sont les laissés pour compte du système, soit parce qu'ils ont glissé, soit parce qu'ils se sont réfugiés en fait dans ces espaces qui sont des espaces d'horreur, et où en même temps il y a tellement de trucs à récupérer, il y a toute cette surconsommation qui bousille sans arrêt des trucs utilisables par des gens qui n'ont rien, et donc qui vivent là dans cette marge. Et quand tout ça se télescope ensemble, ce business légal, ce business illégal, et puis ces espèces de survivants de la décharge, ça fait un livre qui est poignant, et qui est vu par le langage en fait des gens qui vivent dans la décharge, donc avec un langage qui est à la fois simple, très mythique, nourri de légendes urbaines de ce qu'il peut y avoir dans une décharge, des monstres, et c'est magnifique. Voilà, et je voulais... désolé, on finit pas sur Akimbe, mais ça résonne énormément avec Blackface Manifesto à mon avis. Voilà. Donc en tout cas, lisez Akimbe, ça vaut toujours son pesant de... Mais c'est un pseudonyme en fait, c'est pas son nom. Oui, c'est un pseudonyme. Et t'as dit au début, j'ai entendu justement... Au début, là, vous avez dit que, en fait, il y avait d'autres personnes qui se permettaient d'écrire sous un pseudonyme qui n'était pas le leur. À l'occasion. Mais ce sont des collectifs, mais comme en son temps, un autre grand exemple, c'est le collectif Luther Blissett, qui était lui européen, alors que Akimbe est quand même un collectif plutôt américain. Ce sont en fait des gens, on sait pas combien ils sont. Certains on les connaît, d'autres on les connaît pas, qui utilisent ce drapeau-là en fait pour produire un truc qui est. Et qu'est-ce qui nous prouve que l'ouvrage que vous publiez sur papier est bien d'origine? Le sosie officiel d'Akimbe, celui avec la barbe et tout, est venu chez Autonomedia à New York pour délivrer le texte. Donc ça l'officialise d'une certaine manière. Quoi, mais... Non, mais je une traçabilité. Voilà. mais dans le fond, on n'en sait rien absolument. D'ailleurs, comment t'es venu l'idée? Enfin, c'était quoi un texte que tu connaissais depuis longtemps? C'est le catalogue de Autonomedia que je regardais. Et ce texte-là me paraissait vraiment très bien. Après, il y a l'éclat qui a fait déjà du Akimbe. Il y a Le mot et le reste à Marseille qui a sorti 2 ouvrages aussi ces dernières années. Donc c'est pour ça que j'hésitais depuis quelques années à le faire ou pas. Et puis ça me semblait vraiment une bonne idée. Donc, voilà.